Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Libéral. Libéral, c'est un podcast qui est dédié aux professions réglementées du droit et du chiffre. Notre objectif, c'est de vous faire découvrir des personnalités incroyables qui ont de la vision, qui tentent des choses, qui mettent en place des choses et qui font bouger leur métier. Vous rencontrerez des sommités de ces secteurs d'activité, vous rencontrerez des jeunes qui lancent leur structure et surtout vous rencontrerez des gens qui ont de la vision. Notre objectif, c'est vraiment de vous partager des parcours incroyables, que vous puissiez apprendre et découvrir de gens inspirants pour faire en sorte de toujours vous éveiller. Un petit mot sur Libéral Group. Libéral Group, c'est un groupe d'entreprises à destination des professions libérales réglementées et notre objectif, c'est de les accompagner dans leur performance et dans leur croissance. Aujourd'hui, on opère avec 3 activités que sont la société Ourama, la société Neria et la société Libéral Conseil. On s'intéresse à la visibilité, au recrutement et au conseil en stratégie et opérationnel grâce à ces 3 activités. Concrètement, on a déjà accompagné plus de 600 structures, dont à peu près 45% de cabinets d'avocats. Et notre enjeu, c'est de devenir les leaders européens de l'accompagnement de ces professions. Un petit mot encore avant de finir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, à diffuser au maximum ce podcast autour de vous. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir toujours des gens encore plus inspirants, toujours des invités de plus haut de gamme et qu'on continue à faire ça gratuitement. Je vous en dis pas plus sur nous et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Fleur Jourdan, que je connais depuis maintenant un certain temps, je dirais 2020, ou peut-être 2021 si je raconte pas de bêtises. Fleur est avocate au barreau de Paris, elle est spécialisée en droit public et en compliance, et elle va nous expliquer un petit peu, tu vas nous expliquer, d'où tu viens, ce que tu fais, mais en tout cas, salut Fleur. Merci de me recevoir, Valentin. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens ? Parce que je sais que tu n'es pas avocate, en tout cas de formation ou de cursus primaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où tu viens et ce que tu as fait avant de faire ça ? Alors effectivement, je n'ai pas passé le barreau je ne suis pas avocate de formation initiale. J'ai quand même fait des études de droit et ensuite Sciences Po Paris. Et à l'issue de Sciences Po Paris, je suis devenue magistrate, donc juge administratif. Pas l'ENM à Bordeaux, mais j'ai passé un concours complémentaire auprès du Conseil d'État qui t'envoie directement dans les juridictions administratives. J'ai été pendant 2 ans donc juge au tribunal administratif de Bastia. Oh waouh. Voilà, c'est là que je suis née, donc du coup c'était un petit retour aux sources. Et ensuite, pendant 7 ans, j'ai été directrice générale adjointe de la région Île-de-France. Alors la région Île-de-France, c'est la plus grosse collectivité de France et d'Europe. J'ai été directrice juridique et en charge des marchés publics et de différents sujets au sein de la région Île-de-France pendant 7 ans. Avant que Valérie Pécresse, du coup, arrive en poste, c'est ça ? Tout à fait. Je suis partie 6 mois, je pense, avant les élections. Moi, mon président, c'était Jean-Paul Huchon. Ok, très clair. On voit très bien. Et c'était quoi ton job de façon concrète là-bas ? Donc, tu disais directrice juridique, tu t'occupais des marchés publics, etc. Aujourd'hui, tu fais du public. Je suppose que ça doit te servir au quotidien, ce que tu as pu voir là-bas. Alors, quand on est haut fonctionnaire sur des postes comme ça, c'est essentiellement du management. C'est aussi comme dans les grandes entreprises. Donc, j'étais numéro 2, donc j'avais des équipes à manager. Je produisais assez peu. Je relisais beaucoup et puis surtout j'encadrais. J'avais une 50aine de personnes à manager, ce qui prend beaucoup de temps et qui est un temps qui est pas souvent valorisé comme tel. On se rend pas compte, on minore toujours le temps qu'on doit consacrer au management des équipes. Et puis beaucoup de coordination parce que l'administration, par rapport à ce que j'ai vécu après en tant que profession libérale, c'est aussi beaucoup de coordination, beaucoup de réunions. C'était avant le Covid en plus, donc on se voyait beaucoup pour échanger sur les sujets. Il y a beaucoup de délibérations. Et puis, j'avais un rapport direct avec les élus. Puisque j'étais donc dans le top management, donc ça veut dire qu'ils pouvaient m'appeler à n'importe quand, n'importe quel moment, y compris le week-end, pour me demander si c'était OK, qui tweet telle ou telle chose, et il fallait que je réponde tout de suite. Voilà, donc c'était ça. J'avais des gens à babysitter mes agents et puis des gens à babysitter les élus. Voilà. Donc ça devait être extrêmement intense. Et du coup, donc, après ces 7 années, pourquoi tu décides de partir et pourquoi tu décides d'embrasser la robe ?
Alors après cette année, c'est vrai que c'était cette année super. Vraiment, on a mené beaucoup de projets à la région, mais en même temps, c'est une grosse administration et c'est pas forcément évident de faire bouger les choses. Donc ça demande beaucoup d'énergie pour mener des projets. J'avais mené des projets avec d'autres collectivités ou des projets en interne de modernisation en fait, de l'administration. Au bout d'un moment, c'est un peu lassant, un peu fatigant et surtout, on perd de l'énergie, on perd du recul et voilà, je me suis dit, il va y avoir un nouveau mandat, que ce soit Pécresse ou Barthelone à l'époque qui était candidat. Ils vont avoir des nouvelles idées et moi, j'aurais plus forcément l'énergie d'accompagner ça, donc je vais partir. Donc je me suis demandé ce que je pouvais faire. Soit retourner dans l'administration, en juridiction, enfin j'avais différentes opportunités ou possibilités. Et j'avais envie de voir quelque chose de nouveau, j'avais envie de changement. 7 ans c'était long, j'avais envie de changement, donc j'ai pas été déçue. Et je me suis dit finalement, dans le privé, ce qui ressemble le plus, puisque comme je faisais du droit public, c'est pas forcément évident de trouver un poste de directeur juridique dans le privé. Et je me suis dit finalement, ce qui ressemble le plus à ce que je fais aujourd'hui, puisque ce que je faisais à l'époque plutôt, c'était je faisais du conseil et puis je m'occupais des contentieux de la région. Donc en fait, c'est avocat. Et donc je me suis dit je vais aller faire avocat puisque c'est ce qui ressemble le plus à ce que je fais. Puis en plus, c'était un rêve de gosse quoi. Quand j'étais petite, je voulais être avocate. Et t'as pas regardé, par exemple, pour rejoindre des boîtes comme, je sais pas moi, Jean-Claude Decaux, ADP, ou des boîtes qui intervenaient, si tu veux, de façon assez étroite, boîtes de construction, Eiffage, Vinci, Bouygues, etc., avec justement les administrations, parce que t'étais un profil qui était quand même rêvé, entre guillemets, pour eux. Oui, alors j'ai regardé. Après, c'est vrai que le poste que j'avais à la région, c'était un poste vraiment comme je te disais, j'étais directrice générale adjointe, donc j'étais numéro 2. C'était un poste vraiment au top de l'administration, enfin de cette pyramide-là en tout cas. Et je pense que dans une grosse organisation, comme tu les cites, comme Bouygues, etc. En fait, les gens déjà n'ont pas attendu. Il y a des gens en interne qui sont très bons et donc qui progressent, etc. Et les postes qu'on te propose ne sont pas forcément... En tout cas, même que ce soit dans l'administration ou dans les organisations, ce qu'on me proposait n'était pas à la hauteur. En tout cas, moi, j'avais l'impression de ce que j'avais vécu, parce que j'avais eu la chance d'être nommée jeune sur des postes à très, très, très grosse responsabilité. Et là, j'avais 35 ans et je pense qu'on ne m'aurait pas donné la direction juridique de Bouygues. Ça, je ne pense pas. En tout cas, on ne me l'a pas proposé. Voilà. Et donc, quand tu switches pour devenir avocate, c'est la première fois que tu deviens avocate. Est-ce que tu as une équivalence à passer, une forme de validation d'acquis, ou est-ce que c'est un dossier à déposer? Ça va vite, c'est long, ça se passe comment? Alors là, je suis magistrate en fait. J'étais détachée à la région Île-de-France. Donc les magistrats, on considère qu'ils peuvent être inscrits d'office au barreau. Puisque s'ils peuvent juger les avocats, du coup, ils peuvent être avocats. Donc ça a été très rapide, une formalité. Et t'as dû quand même aller à l'EFB? Non, j'ai fait aucun cours. Ok, très clair. Donc là, du coup, tu te lances, tu rejoins un cabinet ou tu t'installes directement? Non. J'ai rejoint le cabinet Gide en tant que counsel dans le département droit public. Voilà. Où j'ai découvert vraiment ce que c'était que le métier d'avocat. Donc c'est vraiment là que j'ai appris ce que c'était que le métier d'avocat, la rigueur, la profession libérale aussi. Je pensais que c'était une grande structure avec vraiment une très forte organisation, comme j'avais pu le connaître dans l'administration, parce que c'était un très très gros cabinet, alors qu'en fait c'est finalement très éclaté et vraiment tout le sens de la profession libérale prend son sens, même y compris dans les grosses structures en fait. Donc vraiment pour moi ça a été surtout une phase d'acculturation parce que quand on est jeune et qu'on nous dit c'est comme ça l'administration, tu fais ta note, tu la mets dans le parapheur, il y a machin qui la vise et puis machin qui la signe, etc. Tu dis c'est comme ça la vie en fait. Et là quand je suis arrivée, il a fallu tout désapprendre et puis réapprendre un monde nouveau. Et donc en plus, quand tu arrives chez Gide en tant que counsel, contrairement à d'autres counsels, t'as pas encore de chiffre d'affaires perso, t'as pas encore les pratiques, tu dois apprendre à une vitesse éclair pour rester en poste. Oui, exactement. Je dois me remettre à écrire. Ça m'angoissait parce que c'est vrai que quand on manage et qu'on produit plus, je me suis dit est-ce que je vais pouvoir me remettre à la prod? Bon, quand t'es magistrat, t'écris, et ça c'est revenu assez vite. Effectivement, après les counsels chez Gide, ils ont un chiffre d'affaires qui
à relativiser parce que c'est quand même ce qu'on leur a donné. Donc voilà. Et puis moi, je me suis dit, bon, j'arrive, j'ai mon réseau. Donc tout de suite, en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu aussi plus... j'avais plus mon propre business que plein d'autres concepts de chez Gide. Par contre, j'avais effectivement pas forcément tous les codes et tout ce qu'il fallait, Enfin, j'avais pas tout bien compris. Combien de temps tu restes chez Gide et pourquoi tu t'en vas ? Je suis restée 2 ans chez Gide et je suis partie, je voulais... en fait, je te dis, comme j'étais dans cette logique-là où moi, j'étais venue développer mon réseau et mon propre business. Du coup, j'avais envie d'être associée et donc, du coup, j'ai cherché un cabinet d'avocats dans lequel m'associer. Ces 2 ans, ils m'ont permis de voir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Donc, je cherchais un cabinet d'avocats français, de taille moyenne, enfin, voilà, une 50aine d'avocats, qui ne soient pas consacrés qu'au droit public, mais qui soient un cabinet de droit des affaires, où il n'y avait pas de département de droit public que je pourrais créer. Donc, voilà. Donc, tout ça fait que je me suis retrouvée chez Ayache, qui est donc associée chez Ayache en public. Qui était, donc, parce que ça n'existe plus, un cabinet d'avocats d'affaires français, voilà, qui répondait à tous les critères et qui n'avait pas de département de droit public. Donc je l'ai créé chez Ayache. Et j'aimais beaucoup leur côté innovant, un peu disruptif, assez fun. Voilà. Donc, et d'ailleurs, sur leur site internet, parce que les équipes d'Ayache ont souvent eu un site internet qui était complètement aux antipodes de tout ce qu'on pouvait voir sur les sites internet de cabinets d'avocats. Et d'ailleurs, on nous en parle encore, alors pas moi à titre perso, mais aux équipes de Louis de Ourama. Quand on vient le voir, on dit moi je veux un truc qui sort du cadre comme ce qu'il pouvait y avoir chez Ayache. Et en fait, dès que tu leur fais un truc qui sort du cadre, mais qui n'est pas le truc Ayache, ils sont là en mode ah non, c'est un peu trop sorti du cadre. Même le truc Ayache, il fallait l'assumer quand même. Ah ouais, je me souviens de cartes de vœux hologrammes où les gens me disaient ah ouais, tu trouves ça vraiment si drôle que ça? Non, mais toute la com était assez sympa. Et moi, ce que je trouvais sympa, c'était qu'effectivement, en général, quand tu es un groupe, tu vas aller vers le plus petit dénominateur commun, donc quelque chose d'un peu fade pour que ça plaise à tout le monde. Et là, ce que je trouvais sympa chez Ayache, c'est qu'ils arrivaient à garder comme ça cette identité, alors qu'ils étaient quand même nombreux, qu'on était nombreux. Et bon, voilà, c'est forcément... C'est clivant, mais en tout cas, c'est assumé. Et donc, comment se passe le développement de ta clientèle au sein de ce cabinet ? Parce que là, du coup, tu pars après 2 ans de consulship chez Gide pour t'associer chez Ayache. Est-ce que la marche est haute ? Est-ce que tu arrives à développer le chiffre d'affaires que tu veux développer ? Je suis partie avec un petit peu de chiffres et puis j'ai continué à le développer. La marche était quand même assez haute parce qu'en fait je me suis retrouvée sans filet. Quand c'est chez Gide, c'est quand même super confortable. Là j'ai été recrutée comme associée sur la base du Hit What You Kill, donc j'étais toute seule avec avec ma possibilité de chasser pour manger. et c'était pas évident, mais en même temps c'était c'est toujours la même chose. Quand tu es au pied du mur, tu le fais. Et petit à petit, en fait, il y a eu un effet boule de neige et j'ai pu développer avec quand même pas totalement sans filet, pas comme si je m'étais mis à mon compte, parce qu'il y avait quand même ce collectif autour de moi qui pouvait soit m'aider, soit me donner des conseils. Et il y avait quand même un minimum de rémunération qui était garanti, que tu devais rembourser à la fin de l'année si tu n'avais pas fait assez, ou même pas ce filet-là qui existait. J'avais une avance, ouais. Très clair. Oui, donc un micro-filet où en fait le cabinet sert entre guillemets de banque, oui, voilà. sans... Et puis en plus, t'amènes quand même un confort parce que t'as un bureau, t'as un ordi, t'as des gens avec qui tu peux parler, t'as un secrétaire, t'as une secrétaire, t'as quand même du confort. Hein. Au-delà de la rémunération, il y a quand même, ça t'apporte des choses. Puis t'as des associés qui sont censés en tout cas t'apporter un peu de business ou te faire monter sur une de mission de temps à autre. Ok, tu restes combien de temps associé chez Ayache ? 3 ans. Ok. Et là, du coup, tu décides de partir en disant « ça y est, c'est le bon moment, j'ai envie de monter ma boutique pure player en public et en compliance et je vais casser le marché ». Exactement.
casser le marché pas au sens des prix, hein. Réussir vraiment à pénétrer ce marché. Non, mais je trouve que au bout de 3 ans, je me suis dit, c'est vrai que IH, moi j'aimais beaucoup leur positionnement et j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils faisaient, c'était pas ce que je faisais moi du tout en fait. Ils faisaient du private equity, pour des fonds étrangers, souvent anglo-saxons. Que d'ailleurs, Olivier Tourgeman vendait très très cher. J'ai discuté avec plusieurs patrons de fonds qui me disent, mais en fait, Olivier, il est brillant, mais quand tu vois sa note arriver par rapport au truc, t'es là en mode, mais pourquoi c'est x3 par rapport aux 4 mecs qui sont à côté? Et moi, en discutant avec Olivier, il expliquait qu'en gros, lui préférait traiter moins de deals, mais en réalité, gagner plus d'argent sur ses deals, ce que je comprends totalement. Je referme la parenthèse, je te redonne la parole. Oui, donc voilà, c'est ça qu'ils faisaient. Puis pour moi, c'était pas ça que je faisais. Donc je me suis dit, en fait, si tu dois développer vraiment ce que toi, tu as envie de faire, et comme je n'étais pas un support pour en plus leur activité, ça n'avait pas forcément de sens que je reste là-bas. Et surtout, dans le cadre de ces 3 années chez IH, quand on a voulu justement développer du cross-selling entre le département de droit public et le corporate ou le M&A, on s'est dit qu'est-ce qui est un peu à mi-chemin, et c'est là qu'on a pensé au sujet de la compliance. Et c'est là que je me suis spécialisée sur les sujets de compliance. Et du coup, j'ai construit petit à petit pendant ces 3 ans cette double compétence qui est hyper originale, parce qu'en fait, elle est assez peu répandue. Et donc, je me suis dit, en fait, plutôt que parce que l'idée de poser sa plaque, enfin de créer son cabinet a toujours été présente quand même, plutôt que de créer un énième cabinet en droit public, parce qu'il n'en manque pas sur la place, je vais créer un cabinet qui a une vraie spécialité, qui a une vraie authenticité, qui est tout seul en fait sur la place, et qui sera sur le droit public et l'éthique des affaires. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est finalement la compliance et l'éthique des affaires, qu'on comprenne bien, parce que c'est souvent galvaudé, certains le confondent parfois, peut-être souvent, avec du regulatory. Est-ce que tu pourrais nous en donner ta définition de ce que c'est réellement, parce qu'on a des experts comptables qui nous écoutent, on a des avocats collaborateurs, on a des stagiaires qui nous écoutent, des conseillers en gestion de patrimoine, donc fais preuve de vulgarité. La compliance, c'est vraiment toutes les règles qu'on va mettre en place en amont pour éviter les risques. C'est-à-dire que le fait est qu'il y a une loi en matière de corruption et de prévention de la corruption qui s'appelle la loi Sapin 2 et qui date de 2016, et qui dit aux entreprises et aux collectivités, aux administrations, en fait, vous êtes exposé à un risque. Ce risque, c'est la corruption, ok ? Vous pouvez mettre en place des choses pour que ce risque ne survienne pas. Mais c'est la même chose en matière de lutte contre le blanchiment ou contre le terrorisme. On est exposé à des risques, et en fait, il faut mettre en place un certain nombre de mesures préventives pour que ces risques ne surviennent pas. Donc c'est ça la compliance. On n'est pas dans le droit pur, c'est conforme, c'est pas conforme. Voilà, vous avez un PLU qui vous oblige à construire comme ça, vous avez les règles de la commande publique qui disent il faut faire comme ci, comme ça. Non, là on est vraiment dans tout ce qu'on va pouvoir déployer en amont de la décision pour que le risque ne survienne pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple faire des formations. Moi, voilà, je parle depuis tout à l'heure de corruption, mais qu'est-ce que ça veut dire la corruption ? À partir de quel moment je suis corrompue ? Si on m'invite à Roland-Garros demain, voilà, c'est un fournisseur, je le connais depuis longtemps, je ne suis pas en train de négocier un contrat. Donc là, est-ce que la temporalité est la bonne ? Est-ce que le prix est le bon ? Est-ce que si on me propose quelque chose, je dois tout de suite le signaler ? À qui ? Voilà, des choses comme ça. Et puis, donc, des formations, des règles internes de code de conduite, où on va se mettre autour d'une table et on va dire bon, ok, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable. Parce que souvent on vous dit oui, je fais ça parce que on l'a toujours fait. Donc il faut pouvoir se poser les questions de savoir si on l'a toujours fait parce que c'était ok, comme dirait ma fille, ou si ça peut m'entraîner vers des risques qui seront graves pour moi, pour l'entreprise, pour le business. Donc en fait, la compliance, c'est vraiment toutes les règles de prévention en amont du risque. Et
Et est-ce qu'il existe des règles de compliance qu'on applique au sein des entreprises qui sont parfois plus importantes que les normes posées justement par la loi du 9 décembre 2016 ? Je prends un exemple concret. Imaginons que cette loi et l'interprétation qui en est faite déclarent que, par exemple, pour aller à Roland-Garros, en fait, c'est OK si on t'invite, si et seulement si tu n'es plus en relation d'affaires habituelle avec cet individu depuis au moins 6 mois. Est-ce qu'une entreprise, par exemple LVMH, pourrait dire moi, pour les cadres de mon organisation, je veux que cette règle soit plus dure, c'est-à-dire que j'impose un délai de 12 mois, par exemple, pour faire en sorte que justement on soit plus blanc que blanc, entre guillemets. Ah mais tout à fait. La loi ne dit rien du tout en fait. La loi, elle est vraiment très très succincte, justement, la loi Sapin 2, et elle dit chaque entreprise doit définir les règles de son code de conduite. Donc en matière de cadeaux et invitations, c'est topique si tu veux. Tu dois définir quels sont les cadeaux et invitations qui sont acceptables chez toi. Au début, donc les entreprises, on leur a dit, par contre, il faut que tu l'écrives. Il faut que tu dises ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Parce que si tu as un employé qui ne le fait pas, il faut qu'il puisse être sanctionné. Okay. Et donc au début, les entreprises, elles ont dit, elles savaient pas trop quoi écrire, ni comment, etc. Tu vois, moi j'ai un client, elle m'a dit, je peux pas mettre un seuil d'invitation à déjeuner à mon PDG. Enfin, sinon, il va être tout le temps dans l'illégalité. Donc on a mis seuil raisonnable. Puis comme ça, chacun se débrouille. La FA est passée, elle a dit, non, seuil raisonnable, ça va pas, c'est pas assez clair. Parce qu'en fait, un salarié lambda, il va pas savoir ce que ça veut dire seuil raisonnable. Et au début, la FA, elle a émis des recommandations pour aider justement les entreprises à drafter ces documents, etc. Et au début, elle a dit, les cadeaux, c'est toujours ça crée toujours une forme de redevabilité. C'est toujours pour obtenir une contrepartie. Donc les cadeaux, c'est fini. Tu m'as envoyé une bougie pour mes 30 ans. Les cadeaux et les invitations, c'est terminé. Et là, il y a toutes les entreprises, notamment les entreprises d'hospitalité, dont c'est le cœur de métier, qui sont montées au créneau. Notamment, je parlais de Roland-Garros, mais Stade de France, etc. Ils ont dit, mais attendez, mais là, en fait, vous êtes en train de tuer notre business, parce que si on ne peut plus inviter... Donc, finalement, ils ont rétropédalé. Tout ça pour dire que même le régulateur ne sait pas ce qu'il faut dire. Donc, ils ont rétropédalé en disant, les cadeaux et invitations font partie intégrante de la vie des affaires. D'accord ? Et donc, c'est aux entreprises de fixer le seuil. Et moi, j'ai des clients qui, effectivement, tu as raison, moi, je fais des cadeaux. Pas pour corrompre, mais par sympathie, parce que je trouve que c'est sympa comme phénomène. Tu vois, la nouvelle année, t'envoies des cadeaux, etc. J'ai des clients qui les refusent parce que leur seuil, c'est 0 €. Parce qu'au moins, le seuil de 0 €, il est facile à comprendre. C'est tu n'acceptes jamais aucun cadeau, aucune invitation. Mais après, t'as des entreprises qui fixent des seuils, puis après, ils sont pas très clairs. Tu vois, moi, je me souviens très bien, j'avais un client comme ça. Une fois, je vais à un vernissage, pas un vernissage, mais un événement mondain d'un promoteur immobilier, où ça devait coûter vraiment une blinde. Je vois le secrétaire général, donc très bien, qui était là, qui était invité, ok. On me dit, bon, c'est ok avec la politique cadeau. J'invite sa directrice juridique avec laquelle j'avais des contacts à déjeuner. Elle me dit hors de question que vous m'invitiez. C'est interdit par notre politique. Ils étaient dans la même boîte. Hein. Et ensuite, j'ai déjeuné avec son collaborateur qui était ravi que je l'invite. Tu vois. Donc en fait, c'est même au sein de la même boîte. Donc il y a fixer des règles, les faire connaître, les faire appliquer, etc. Donc c'est quand même assez long. Mais effectivement, il y a pas la loi, elle dit rien. C'est vraiment les entreprises qui peuvent dire ce qu'elles peuvent faire ou pas. Et puis après, tu es à la jonction, je pense, de plusieurs droits, parce que je reprends l'exemple que tu prenais par rapport au PDG en disant mais je ne vais pas lui fixer un seuil, il faut que ce soit un seuil raisonnable, parce qu'en fait, sinon il va devoir payer tout le temps et son business, c'est quand même de rencontrer des gens, donc en fait, c'est quand même un peu compliqué. Mais est-ce que tu peux définir des seuils par catégorie ? En disant par exemple que un mandataire social, un membre du COMEX, un directeur commercial qui ne serait pas au COMEX et un cadre entre guillemets lambda ont des niveaux d'acceptation et d'acceptabilité qui vont être différents. Et si tu peux le faire, quel est l'impact derrière finalement sur le droit du travail et les discriminations ou les inégalités que tu peux créer au sein de tes ETP ? Tu peux le faire. Okay. Nous, alors il y a des gens par exemple qui font des différences entre les cadeaux offerts et les cadeaux reçus. Nous, on déconseille de mettre trop de seuils parce que déjà en retenir un, c'est déjà compliqué. On se rend compte dans la pratique. Après,
Mais rien ne t'interdit et ce serait cohérent. Si tu peux le justifier, c'est-à-dire dire, bah oui, effectivement, moi, mon PDG, en général, bah oui, ça peut lui arriver de se faire un gastro. Et donc, un gastro, c'est pas comme le chef de chantier qui va faire un repas de fin de chantier, tu vois, au bout du coin, quoi. Donc, tu peux faire ça, mais après, il faut quand même savoir que ton code de conduite, il est obligatoirement passé devant les instances représentatives du personnel. Donc après, il faut assumer quand même aussi les différences. Voilà. Mais théoriquement, tu peux. Et si ça n'est pas respecté, est-ce que c'est uniquement, entre guillemets, l'organe de régulation qui va pouvoir dire vous ne respectez pas les règles parce que celles-ci n'ont pas été respectées par un certain nombre de salariés, ou est-ce que c'est également constitutif, par exemple, d'une faute grave? Est-ce que si... C'est constitutif d'une sanction disciplinaire. Il faut que ça soit sanctionné. Ok, Mm. très clair. Mm. Donc, Et après, le régulateur, lui, ce qui vient vérifier, c'est que c'est cohérent, c'est connu et tu contrôles que c'est bien appliqué. D'accord, donc ça veut dire que tu peux aussi utiliser ça en tant que chef d'entreprise, en tout cas en lien avec la direction des ressources humaines, pour faire en sorte d'évincer un certain nombre d'individus et d'utiliser comme une stratégie lorsque tu as besoin de réduire ta masse salariale. C'est pas hyper propre, mais ça pourrait être envisagé comme ça. Oui, enfin, il faut qu'ils connaissent les règles qui sont dans le code de conduite. Oui. Je comprends parfaitement. Ok, très clair. Donc, tu lances le cabinet Fleurus Avocat lorsque tu quittes le cabinet AIH. Est-ce que tu peux te remettre 4 ans ou 5 ans, 5 ans en arrière en nous expliquant un petit peu comment ça se passe? Parce que là, tu étais arrivé chez Gide, tu n'avais jamais été avocate, tu arrives chez AIH, tu as envie de petit kill puleur, tu es avec ta et ton couteau pour réussir à développer ton business. Et là, du coup, tu repars. Donc, tu as déjà du business, mais tu repars seul. Pour le coup, il n'y a plus de service support, il n'y a plus de secrétaire. Exactement. En fait, chez Gide, j'ai appris à être avocate et chez AIH, j'ai appris à pas à être entrepreneur, mais quand même à voir comment fonctionnait un cabinet. Donc ça m'a vraiment appris tout ça. Et là, je suis partie pour le coup vraiment toute seule avec avec deux. Non, là, oui, oui, non, parce que j'ai toujours été assez autonome là-dessus. Mais j'ai eu la chance d'avoir deux stagiaires, de prendre deux stagiaires très vite qui ont été vraiment à fond avec moi dans l'aventure. Et j'avais vraiment envie de créer quelque chose de nouveau. Et d'innovant, tant sur le sujet, donc droit public et éthique des affaires, mêler ces deux sujets, parce que la compliance, jusque-là, elle était plutôt traitée par des pénalistes qui disaient nous, on connaît le bout de la chaîne, connaît la condamnation pour corruption, donc on va pouvoir faire de la compliance. En France, il n'y avait pas vraiment de spécialiste de la compliance. Et de le mêler au droit public et que ça fasse sens pour de vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas deux départements. Il y a plein de questions qui sont vraiment à la frontière des deux sujets. Par exemple, un directeur de cabinet d'un ministre qui va partir travailler dans un fonds d'investissement, ou même un ministre, tu vois, maintenant, il doit saisir la HATVP, donc est-ce qu'il peut y aller? Qui est très chiant d'ailleurs. Enfin, pardon, pas chiant, excuse-moi, qui est très, entre guillemets, regardante sur ce qui va pouvoir se passer. Qui en fait a écopé, si tu veux, de toutes les critiques qu'on a pu faire. Donc, si tu veux, on a quand même créé la HATVP à l'issue de l'affaire Cahuzac. La HATVP n'aurait jamais empêché l'affaire Cahuzac. Donc, en fait, on lui met des choses dessus, des trucs, des interdictions, des choses à vérifier, des choses à contrôler, etc., qui sont pas forcément toujours, effectivement, cohérentes avec les choses qu'on cherche à protéger. Et puis c'est assez lisible parce que je sais plus quel était le présentateur télévisé, je crois que c'était Gilles Boulot, qui avait parlé de Castaner à Emmanuel Macron en disant mais attendez, lui maintenant il représente en gros les intérêts de Chine sur ce qui est réalisé. Et si tu veux, en fait, dans l'opinion publique, tu pourrais avoir l'impression que si tu veux, cet organe, si tu veux, est à géométrie variable en fonction du pouvoir en place ou en fonction de ce que tu peux voir. Ce que je pense n'est pas le cas. Mais si tu veux... C'est dur avec tout le monde. Mais bon, je pense que dans l'histoire de Castaner, je ne sais pas s'ils avaient vraiment été saisis, parce que je pense qu'il avait dû saisir ça. Non, mais c'est très compliqué, parce qu'on vraiment, on leur demande d'être... Enfin, c'est la loi quoi, qui leur donne un certain nombre de prérogatives aussi très, très fortes, et d'interdictions très, très importantes. Bon, après, peut-être c'est un peu comme tout à l'heure, peut-être qu'ils ajoutent encore, mais c'est compliqué quand on se dit c'est toi qui es garant de la bonne éthique des gens qui se reconvertissent, etc. C'est compliqué. Mais du coup, tes compétiteurs sur ton activité aujourd'hui, il doit y avoir des cabinets de conseil qui interviennent sur ces actions-là, et
peut-être des gens qui font de la compliance, mais beaucoup plus avec un volet pénal qui interviennent sur ce volet. Comment est-ce que tu te retrouves finalement dans cet écosystème concurrentiel ? Parce que les cabinets de conseil doivent être moins chers que toi, parce qu'en réalité, ils n'engagent pas la même responsabilité, et ils n'ont pas le même poids dans l'accompagnement. Mais comment tu te positionnes par rapport à ces trois types d'acteurs ? Peut-être qu'il y en a plus. Alors, c'est vrai qu'en 2021, quand j'ai créé le cabinet, mais enfin même je vois ça depuis 2016, depuis la loi, c'est le Far West. Par rapport au droit public qui est vraiment hyper structuré, avec plein de cabinets qui sont déjà positionnés, avec des gens qui sont là depuis très longtemps, etc., qui sont très bien. La compliance, c'est le Far West. Au début, tout le monde disait « je sais en faire, je sais, moi je sais, moi je sais ». Et puis personne ne savait. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même en train de se structurer. Même il y a certains cabinets d'avocats qui sont pas pénalistes et en compliance, qui font juste de la compliance, quoi, juste de l'éthique des affaires. Alors, et même certains par secteur, ils ne font que de la compliance bancaire ou oui. de la compliance CPR ou des choses comme ça. Oui, c'est parce que c'est plus ancien aussi. D'accord. Mais sur la compliance Sapin 2, il y a des gens qui se sont positionnés et qui sont devenus de vrais acteurs de référence du secteur. Et c'est vrai que c'est pas complètement que du droit, t'as pas forcément besoin d'un avocat en fait pour faire ça, hein, pour écrire des codes de conduite, pour faire des formations, mais c'est mieux. C'est mieux d'avoir recours à un avocat. Et déjà, je pense qu'en plus, par le régulateur, c'est regarder de façon positive le fait que ce soit un avocat qui soit passé dessus, que tu puisses engager ta responsabilité et que, en gros, le conseil, ça permet aussi de sécuriser tes mandants, enfin l'entreprise mandante de ton côté. Oui, et puis ça permet aussi d'avoir une forme de confidentialité dans ce que tu écris, ce qui est aussi très important par rapport au régulateur, justement. Donc, ce qui n'est pas vocation à le rassurer, mais qui, en tout cas, peut présenter des aspects importants. Parce que la suite de la compliance, c'est on dit, on met toutes ces règles, et donc quand on les viole, comment on fait ? On fait des enquêtes internes, on voit où est-ce que ça... Voilà. Et ça, on préfère quand même le garder confidentiel autant que faire se peut. Voilà. Et donc effectivement, on a des gros cabinets de conseil qui sont aussi positionnés sur ces sujets. On a aussi des experts comptables. Quand la loi, certaines entités ont dit maintenant il faut que j'applique la loi Sapin 2, je vais demander à mon expert comptable aussi de m'aider. Donc je pense qu'il y a des experts comptables qui font peut-être un peu ça. C'est assez marrant parce que les seuils de Sapin 2, c'est quelle taille ? C'est 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a quand même peu de cabinets d'expertise comptable, sauf des cabinets assez particuliers. Les acteurs qui vont faire en fait du conseil aux directions financières, qui vont être présents dessus, mais la majorité des cabinets, si tu veux, leurs clients, c'est des PME. Et donc, il n'y a pas de sujet sapin, sauf peut-être en sous-traitance avec une prolongation de sapin pour certains acteurs qui demandent. Mais, Oui, mais c'est vrai que moi, un de mes premiers clients, ils avaient demandé de faire leur cartographie des risques. Ils se sont tournés vers leur cabinet d'audit, quoi, tu vois. Je sais pas. Okay, ouais. Et en plus, dans Sapin 2, il y a un volet comptable, un contrôle comptable. Donc ça a du sens, ça Donc tu installes ton cabinet il y a 5 ans, tu choisis de l'appeler Fleurus parce que tu t'installes rue de Fleurus, dans le 6e arrondissement. Pas que. Pourquoi d'autre ? Parce que Fleur et Fleurus, on a le premier niveau de lecture. Fleur-S, nous sommes Fleur, c'est ça. Et parce qu'il y a un jeu de mots avec mon prénom, mais surtout parce que la bataille de Fleurus, Fleurus, c'est une bataille qui a été gagnée par les révolutionnaires français. Et ces révolutionnaires français, ils étaient emmenés par le général Jourdan. Mais incroyable. Et un lien avec toi ou rien ? Bien sûr. Un illustre aïeul. Vraiment ou c'est des conneries ? J'aimerais bien. Et en plus, c'est une très belle bataille qui a été où là, c'est la première fois qu'ils ont utilisé les montgolfières comme instrument de guerre, pour surveiller la bataille. Voilà. Mais incroyable. Mais c'est dingue que tu t'installes là-bas, que le général s'appelle Jourdan, etc. Je connaissais pas cette histoire, mais du coup, je la conserve en tête. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement les enjeux et la progression de ton cabinet sur les 5 dernières années ? Parce que moi, je le connais, donc tu nous donneras bien ce que tu as évidemment envie de nous donner. Mais c'est quoi l'évolution sur les 5 ans de Fleurus ? Alors, Fleurus, c'était ce qui m'a rendu le plus fier, c'est que c'était un pari, puisque l'idée de faire du droit public et de la compliance, c'était de faire ces deux matières-là, effectivement, et de les mêler, d'arriver à les mêler,
Donc, comme je te disais, les sujets HATVP, etc., qui sont venus rendre concret ce sujet-là. Mais surtout, la compliance, on parle des entreprises, tu parles des entreprises, 500 salariés, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ça s'applique aussi aux collectivités locales. Et moi, je me suis dit, et à l'État et aux personnes publiques. Et je me suis dit, le jour où ces personnes publiques vont se mettre à faire de la compliance, à faire ce que le régulateur et le législateur attendent d'eux, c'est-à-dire mettre en place ces dispositifs de prévention, eh bien, je serai la meilleure pour le faire, parce que je connais le fonctionnement d'une collectivité publique. J'étais à la région Île-de-France, et puis je fais du droit public, etc. Et donc vraiment, j'ai créé ce cabinet aussi pour offrir ce service-là qui n'existait pas, parce que ceux qui faisaient de la compliance, je le faisais plutôt pour les entreprises et pas pour les collectivités. Et pendant 2 ans, je dirais, on a eu encore client public. T'étais en avance de phase. Je me suis vraiment dit, erreur, quoi. Erreur de positionnement, en fait, erreur stratégique. Enfin, vraiment, j'ai failli baisser les bras. Et puis, en disant, t'aurais pas contrôlé un peu ce qu'ils ont. mais c'est ce qui s'est passé, hein. Il y a eu des contrôles, la Cour des comptes aussi, la Chambre régionale des comptes, etc. Attends, et tout le monde... reprends ce que j'ai dit, t'aurais dû les appeler pour balancer, tu ne l'as pas fait. Non, pas envoyé de cadeau. Donc, oui, ça a été un petit peu long à venir, mais finalement, c'est venu au bout de 2 ans. Donc ça nous a vraiment donné des ailes, ça nous a boosté. Au début, l'activité compliance, elle était assez minoritaire dans mon activité. Aujourd'hui, c'est vraiment la moitié de l'activité du cabinet. Donc ça a vraiment grossi. Et sur le droit public, j'avais ce background de magistrate, j'avais une certaine légitimité, mais on a vraiment réussi à le renforcer, et donc on est vraiment un acteur super crédible aussi sur les sujets de droit public dur, et on se positionne pas sur le tout venant du droit public, c'est vraiment sur des sujets très complexes, très pointus, très touchy, qui n'ont pas forcément à voir avec la compliance, mais parfois oui, ou en tout cas avec l'éthique, et je suis contente que ce positionnement qui était vraiment juste dans ma tête au départ ait vraiment trouvé du sens. Et je pense que même pour les clients, ils y voient vraiment du sens dans ce qu'on fait. Et j'en suis convaincu. Tu peux nous parler un peu de chiffres, l'évolution de ton chiffre d'affaires entre 2020 et 2025 ? On a bien grossi. Écoute, c'était... Déjà, je suis partie avec un chiffre d'affaires, mais c'est vrai que on m'avait dit quand tu crées ton cabinet, il y a des gens qui veulent t'aider, etc. Et ça paraît incroyable parce que tant que tu l'as pas touché du doigt, c'est pas vrai, quoi. Mais du coup, je pense que j'ai fait x2 la première année par rapport au chiffre d'affaires avec lequel j'étais partie. Et puis après, au bout de 2 ans, j'ai encore fait x2 et puis encore x2. D'accord, on n'a aucun chiffre. Non, mais si, on peut parler de chiffres, mais on est à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est une très belle réussite en si peu de temps. J'aimerais raconter une anecdote. Je la couperai au montage, si tu veux pas que je la raconte. Il y avait une histoire que tu m'avais racontée dans un restaurant rue de la Grande Armée quand tu avais accepté mon invitation, ou peut-être que c'était toi d'ailleurs qui m'avais invité, où tu me racontais qu'avec tes enfants, chacun notait finalement ses objectifs annuels. Et donc tu as un petit garçon dont l'objectif c'était d'apprendre à lire de façon rapide. Je me souviens plus pour ta fille, etc. Et toi tu avais dit en fait moi je veux arriver à tel seuil de chiffre d'affaires parce que pour moi c'est important et ça serait finalement une belle réussite par rapport à l'année que j'étais fixée. Et en fin d'année ou en début d'année, je sais plus, chacun en fait revenait sur les objectifs qu'il avait fixés un an avant et finalement se disait ah bon mais pourquoi t'as pas réussi, etc. Et je me souviens que t'étais arrivé un tout petit peu en dessous de ce seuil et t'avais été vexé par la réflexion d'un de tes enfants qui t'avait dit en gros ah ben non mais t'as pas atteint tes objectifs, c'est quoi ce bazar, etc. Et ça t'avait donné vraiment la niaque pour l'année d'après et tu l'avais vraiment pris de façon... Et j'ai trouvé ça hyper mignon. Ouais, mais depuis, il a loupé certains objectifs. Donc, je me suis pas empêchée de lui rappeler. Voilà. Donc, on continue à faire cet exercice-là. C'est vraiment un exercice génial. C'est-à-dire à chaque vacances, mais on fait un point d'étape aussi en milieu d'année. Mais en début d'année, on se fixe des objectifs tous, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et avec la maturité de chacun. Et voilà. Et on fait le point en milieu d'année pour voir où est-ce qu'on en est.
Et à la fin de l'année, on fait le bilan, mais l'idée c'est que c'est justement d'être bienveillant, et c'est ça aussi qu'il faut qu'on essaie d'expliquer aussi à nos enfants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se fixe des objectifs que si on les réussit pas, on peut avoir des bonnes raisons aussi de pas réussir des objectifs. On peut avoir des mauvaises. Là, moi j'étais sans doute un peu furieuse, mais voilà, l'année d'après, c'était mieux. Et puis, ça permet aussi de s'interroger sur pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Et pour revenir au sujet du développement commercial, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai plein de jeunes confrères ou consoeurs qui me posent des questions sur le développement. Enfin, j'aime bien partager l'expérience, ou même j'en parle évidemment toujours avec mes confrères. On ne sait pas. Aujourd'hui encore, alors j'ai fait des formations, notamment avec Anomia à l'époque, qui m'a aidé aussi à voir ce qui marchait pas, et surtout à le mesurer. Mais c'est quand même très très compliqué de définir ce qui marche et ce qui marche pas en développement. Bah ouais, en fait, quand c'est pas suivi, c'est vrai que ça reste une science inexacte, et en réalité, tu as tes résultats au bout de 6 mois. Donc en fait, si tu traces et que tu suis, tu arrives à voir, mais de toute façon, ce qui marche aujourd'hui ne marchera probablement pas demain, ou au contraire marchera encore plus. Et de toute façon, tu l'as vu quand tu as lancé ton activité en public de la compliance, tu as dû attendre 2 ans avant d'avoir des résultats, alors que pour autant, au vu de ce que tu décris, et c'est le cas, tu avais un avantage compétitif significatif par rapport aux autres acteurs de la place. Donc tu as des éléments de marché, tu as des temporalités, tu as des enjeux, tu as des régulateurs qui bougent. Exactement. Et du coup, cet exemple que tu appliques dans ton cercle personnel, est-ce que tu t'en es inspiré pour l'appliquer au sein du cabinet, ou inversement? Est-ce qu'en fait ça vient du cabinet et tu t'en es inspiré pour finalement le mettre dans ta sphère personnelle? Alors non, ça vient pas du cabinet, ça vient de groupes d'entrepreneurs qui font ce genre de travail, et d'un copain qui m'avait raconté cette histoire. Et effectivement, tu veux dire, est-ce que je fixe des objectifs comme ça à mes collaborateurs? Justement, alors peut-être pas sous un format similaire, mais en tout cas, est-ce que justement tu as un point annuel avec tes collaborateurs sur leurs objectifs et voir comment en fait ils ont avancé par rapport à ce point, ou c'est pas quelque chose qui est mis en place au sein du CAB? On fait un point sur le CAB. Sur l'évolution du CAB en général à 2 moments de l'année, en juin et en décembre, parce que je trouve que parce que je l'ai fait depuis le début, de les associer au développement du cabinet, parce que je pense que c'est génial pour un collaborateur de comprendre ce que c'est vraiment un cabinet, même si tu vois, moi on m'a expliqué plein de trucs, par exemple quand j'étais chez Gîtes, que je comprenais pas vraiment, donc tu prends pas tout, mais tu comprends quand même quelques petites choses, donc voilà, donc eux, je pense que pour eux c'est intéressant de voir justement ces questions de développement, qu'est-ce qui marche pas, comment on peut aider, voilà, donc j'essaye vraiment de les associer pour leur montrer ça, et eux après ils ont des objectifs perso, mais en cabinet d'avocat, c'est vrai que ça va être surtout des objectifs en termes d'heures et de production, et de progression dans la qualité de leur production. Après, en termes de développement, je trouve que c'est très dur. C'est très dur de leur demander des choses en termes de développement. Alors moi, par exemple, ils répondent à des appels d'offres, donc ça fait partie du développement. Ils répondent à e-pitch, tu vois, donc ils font ça. Oui, ils œuvrent pour le développement. Mais amener un client au cabinet, ils se rendent compte aussi que c'est très difficile. C'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que d'ailleurs chaque avocat ne devient pas associé, ou n'est pas fait pour devenir associé. Oui. 5 ans d'exercice, une très belle croissance, un très beau cabinet qui est de réputation nationale aujourd'hui sur tes activités. Tu as décidé de prendre une orientation stratégique que j'ai trouvée, moi, extrêmement intéressante. Tu as décidé de lancer une autre structure qui va s'appeler, et qui s'appelle déjà au moment où le podcast est en ligne, Fleurus Formation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça ? Alors qu'en réalité, tu pourrais gagner encore plus d'argent et encore plus développer ton cabinet si tu te focalisais sur Fleurus Avocat. Et c'est quoi ce projet Fleurus Formation? C'est vrai qu'au bout de 5 ans du cabinet, 4 ans, je me suis posé des questions sur le développement, parce que justement j'ai atteint un chiffre où je pensais que je ne pouvais pas forcément développer beaucoup plus toute seule, même si je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas en tant que seule associée, parce que je suis la seule associée, et qu'il allait falloir sans doute
mener cette réflexion stratégique de savoir est-ce que je m'associe, est-ce que je rejoins un cabinet, est-ce que c'est quoi la suite, c'est quoi l'étape 2, c'est quoi le nouveau souffle. Enfin, j'ai déjà eu plusieurs vies, mais quelle est la nouvelle option. Donc là, je me suis fait aider par Libéral Conseil, qui est un cabinet que je te recommande. Non, mais voilà, à qui j'ai confié une mission pour réfléchir à ça, parce que j'avais pas forcément, encore une fois, ça fait 10 ans que je suis avocate, mais j'ai pas forcément tous les codes et je sais pas exactement aussi, je connais pas tous les ratios, je connais pas tous les chiffres, je connais pas tous les modèles. J'ai fait que 3 cabinets, dont le dernier c'est le mien, donc j'ai un peu fait ce que je voulais. Donc ça m'intéressait d'avoir un avis extérieur là-dessus. Et je savais qu'il me fallait un nouveau projet aussi. J'avais envie d'un nouveau projet, j'avais envie de quelque chose de nouveau. Et c'est en discutant notamment avec Clément que cette idée de créer une nouvelle entreprise qui serait connexe à Fleurus Avocat, qui permettrait de faire encore grandir Fleurus Avocat, mais aussi de développer un nouveau projet, est née. C'est en étudiant mon chiffre d'affaires, j'avais une grosse partie de mon chiffre d'affaires qui était dédiée à la formation. Et j'ai beaucoup de demandes de clients qui nous demandent de la formation, parce que la formation, c'est un peu la médecine préventive, c'est un peu le vaccin du droit, quoi, en fait. Si tu fais de la formation, et c'est ce que m'a appris la loi Sapin, quand tu fais de la formation, tu évites vraiment les risques. Et quand tu fais de la formation avec des avocats, tu as des réponses concrètes à tes questions, tu as quelqu'un qui te fait un retour d'expérience sur comment les choses peuvent dériver. Attention, moi j'ai vu des cas où effectivement quand tu fais ça dans le cadre de la passation d'un marché, tu peux te retrouver en tôle. Donc voilà, donc je te l'explique. C'est pas pour que tu ressortes en te disant je peux plus rien faire, c'est pour que tu prennes les bonnes décisions de manière éclairée. Et donc, on avait de plus en plus de demandes sur des sujets de formation qui n'étaient pas forcément ceux que nous, on savait adresser, c'est-à-dire public ou corruption, Sapin 2 ou même un peu de LCBFT. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer Fleurus Formation, qui est une sorte de spin-off de Fleurus Avocat, qui est donc une plateforme de formation. Parce qu'il existe, notamment dans toutes les formations obligatoires, RGPD, anticorruption, VSS, etc., il existe des plateformes de formation violences sexuelles et sexistes, environnement, voilà. Il y a des offres de formation, mais on ne sait jamais en fait qui les dispense. Si tu vas sur les grosses plateformes de formation, tu vas acheter ton module Sapin 2, mais en fait tu ne sais même pas qui il va y avoir derrière. Avec Fleurus Formation, tu as l'assurance de savoir que la formation elle va être dispensée par un avocat dont tu as le nom, dont tu as le pédigré, et qui va être une formation de qualité. Donc c'est-à-dire que par exemple, si je vais sur la plateforme Fleurus, que je vois une formation à Sapin 2, je vais voir qui va être l'avocat ou l'avocate qui va me la dispenser, ce sur quoi elle a bossé, ou en tout cas pas de nom de client, mais en tout cas son track record. Et du coup, je vais avoir un prix qui va être évolutif aussi en fonction de ça. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une formation, entre guillemets, d'initiation à Sapin 2 et que je veux, entre guillemets, pas la payer trop cher, je pourrais avoir, par exemple, face à moi, un collaborateur qui travaille sur ces dossiers-là. On va avoir un prix unique, là, pour l'instant. D'accord, sur les formations. ok. Après, ce que tu distingues, c'est les formations inter, c'est-à-dire je m'inscris à une formation, il y a une formation de telle date, je m'inscris, j'y vais, et j'aurai ce formateur, quoi qu'il arrive. Et après, il y a les formations intra que je vais commander pour mon entreprise, par exemple, où là, je vais pouvoir choisir le formateur, on va négocier le prix, etc. Et donc, par exemple, il y aura des aspects de financement Calliope, CPF, OPCO. Exactement. Il y aura une certification Calliope. Donc nous, Fleurus Avocat, on était déjà certifié Calliope. Mais là, l'idée, c'est que la plateforme Fleurus Formation va pouvoir proposer cette certification pour tous les avocats qui vont venir dispenser. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des confrères qui font pas mal de formations, mais qui ne sont pas certifiés Calliope parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, donc... c'est chiant à gérer en plus. Enfin. Ah bah oui, mais c'est un...
c'est pas complètement idiot. C'est comme toutes les normes. Hein, quand tu le fais intelligemment, ça t'apporte énormément, quoi. Hein. Donc, Exactement. Mais ça, du coup, aux avocats qui viendraient dispenser de la formation dans le cadre de Fleurus Formation, c'est toi qui gères, entre guillemets, avec tes équipes, le support. C'est-à-dire qu'ils ne gèrent pas l'admin, ils gèrent pas... L'idée, c'est de leur dire, voilà, et donc, d'ailleurs, j'en appelle à tous les avocats qui écoutent et qui seraient intéressés par l'idée de dispenser des formations et de venir enrichir le catalogue de Fleurus Formation avec des formations de haut niveau et avec une expertise. Par exemple, en matière de compliance financière, on a une vraie demande et donc on recherche des avocats qui seraient OK pour venir dispenser des formations LCBFT ou d'autres sujets. Tu parlais tout à l'heure de la CPR. Voilà, des sujets de compliance financière, bancaire, assurance, parce qu'il y a une grosse demande là-dessus. Et on leur offre la visibilité liée à Fleurus Formation, c'est-à-dire toute la commercialisation des formations, la visibilité, parce on a un très beau site internet que je vous invite aussi à aller regarder, qui a été fait en plus par Bourama, disons. Tout ça est très consanguin. Mais voilà, donc ils ont cette visibilité. Il y a une commercialisation qui est faite pour eux. Ça leur permet aussi de rencontrer des clients ou de s'ouvrir sur des clients qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et peut-être derrière, du coup, des contrats, même si l'idée, c'est de dire... Faites appel à un avocat pour ne pas avoir à faire appel à un avocat en urgence plus tard. Mais bon, après, ça peut déboucher sur des relations commerciales, etc. Donc, on va leur offrir cette plateforme-là, la certification Calliope, l'administratif, la gestion client, facturation, paiement, etc., blablabla, commercialisation, communication. Et l'idée, c'est que les avocats puissent venir juste dispenser leur savoir, ce qu'ils préfèrent en fait en général faire. Ce qui est extrêmement intéressant, je vais citer l'exemple d'un avocat qui m'en voudra pas parce qu'il le dit fréquemment, je suppose qu'il a déjà dit d'ailleurs à un de ces micros-là. Nous, on a bossé avec un avocat qui s'appelle François Mazon, qui était l'ancien directeur général de Capgemini et de Sopra Steria, qui est devenu avocat. Il fait notamment du pénal des affaires, sur le volet vraiment pénal, pas sur le volet compliance. Et lui, si tu veux, il dispense des formations on l'a aidé à rentrer à HEC, il dépense des formations à l'APM, donc l'Association pour le progrès du management. 95% de son chiffre d'affaires aujourd'hui provient de la formation. C'est-à-dire qu'il donne des formations et derrière, quand un dirigeant est envoyé en garde à vue, c'est lui qu'on appelle. Quand il y a des problématiques qui sont liées à des ABS, à des problématiques en pénal du travail ou quoi que ce soit, il est appelé. Ça ne veut pas dire qu'il traite, mais en tout cas, il est appelé. Et lui expliquait que, en fait, c'était juste génial de pouvoir donner de la formation parce que tu as des dirigeants face à toi. Et en plus, c'est toi qui t'occupes de la remplir. Donc concrètement, ils ont tout à gagner, rien à perdre pour présent. Oui, mais tu as accès directement à ta clientèle, donc du coup, à ta potentielle clientèle, dans un climat qui est un peu dépassionné en plus, où tu vas leur apporter des choses, voilà, sans stress, sans l'obligation de gagner le procès, sans l'obligation de délivrer le mémo à telle date, à telle heure, dans un cadre plus apaisé. Tu vas pouvoir échanger et rencontrer vraiment des gens. Donc c'est vrai que c'est sympa les formations. Et ces formations, elles sont en ligne, elles sont présentielles Elles seront en distanciel et en présentiel, toutes, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire des formations en distanciel. Bon, il y en a aussi qui veulent venir, mais enfin bon... Et elles seront à la fois inter-entreprise, intra-entreprise ou sur mesure. Et on a développé des modules e-learning, notamment en anticorruption, parce que des fois il faut former la masse, hein, donc les modules e-learning c'est assez sympa. On a fait un petit escape game sur la corruption, voilà, pour donner envie, et on va essayer de le développer un maximum. Et en jeu de société? Et en jeu de société, on a aussi un blanc manger coco qui sert d'icebreaker en début de formation et qui permet d'imaginer des scénarios de corruption les plus graves. Et l'objectif, c'est de finir en prison. Et alors, du coup, les entreprises qui n'ont pas le droit d'avoir des cadeaux avec une limitation à 0 €, est-ce qu'on peut leur offrir un blanc manger coco anticorruption ou c'est interdit? Honnêtement, j'ai un client l'année dernière à qui j'ai envoyé mon cadeau. Alors l'année dernière, c'était un ex-libris. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un ex-libris. C'est un tampon que tu mets au début de tes livres. Ce livre appartient à Valentin, okay. Tu vois. Donc j'avais fait ça pour tous mes clients. Donc,
Je m'excuse auprès des clients qui n'auraient pas reçu. La poste, merde. Et du coup, j'ai envoyé ça à un client qui avait une politique dont j'ignorais qu'elle était 0 cadeau, 0 €. J'ai eu un message de sa secrétaire qui m'a dit « Merci beaucoup pour les chocolats, nous allons les donner à une association. » Et donc, du coup, je me suis dit ça va être contente l'association qui va se retrouver avec ce livre appartient à Pierre. Voilà. Mais donc, du coup, oui, non, ils ne les ouvrent pas. Quand c'est 0, c'est 0. Tu les renvoies. Ah putain, tu les ouvres même pas pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc il n'y a même pas la curiosité qui peut jouer. Putain, c'est vraiment très très dur. Ouais. On fait pas du tout ça chez nous, mais en même temps on fait pas 500 millions. Non, 100 millions. 100 millions et 500. Oui, mais attends, tu sais qu'il y a des entreprises plus petites maintenant qui mettent en place des dispositifs de prévention de la corruption, parce que la corruption, tu vois, elle s'arrête pas quand tu fais. Enfin, tu vois, toi aussi tu pourrais être corrompu, hein. Donc, ou tu pourrais corrompre parce que. Mais je suis corrompu. Mais je l'assume. Non, on va mettre en règle une place, c'est dès qu'il y a des bouteilles de champagne qui arrivent pour n'importe quel consultant, elles sont pour moi. Je plaisante évidemment. C'est quoi un peu les ambitions de Fleurus Formation? Donc déjà, ça ouvre quand ou ça a été ouvert quand? Alors là, on est le 27 janvier, donc ça ouvre demain, le 28 janvier. 5 ans après Fleurus Avocat. Donc, c'est super drôle parce que demain c'est l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Je trouve que ouvrir Fleurus Formation le jour de l'anniversaire, exactement. Donc je trouve ça hyper drôle. Ouais. Donc tu vois, tu racontes la bataille Fleurus, etc. Moi je te raconte ce qui reste à mon humble niveau. Et c'est aussi l'anniversaire de Pierre Hoffman. Voilà. Comme ça, l'ancien bâtonnier de Paris qui lui n'a pas de problème avec la concurrence en tout cas. C'était mon anniversaire hier, exactement. Le même jour que Bernard Tapie. Merci. Et l'ambition, du coup, pour Fleurus Formation, c'est quoi? Est-ce que c'est en réalité d'être un moyen d'acquisition client pour ton cabinet et surtout un truc qui te fait marrer pour travailler avec d'autres avocats que tu fréquentes? D'ailleurs, tu pourras peut-être nous en citer quelques-uns des avocats avec lesquels tu montes ce projet. Ou est-ce que c'est vraiment pour monter un business qui soit un business important? Parce que moi, ce qui me plaît dans ce projet-là, il y a évidemment beaucoup de choses, mais surtout quelque chose que je regarde de près, c'est les méthodes de valorisation qui vont être appliquées sur une société de formation qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup moins restrictives que sur un cabinet d'avocats. Par essence, en l'état, un cabinet d'avocats, tu ne peux le vendre qu'à un avocat, c'est faiblement valorisé et valorisable, alors qu'une société dans laquelle tu arrives à héberger des catalogues de formation, c'est un actif incorporel qui a de la valeur. Une marque, c'est un actif incorporel qui a de la valeur. Des ETP qui viendraient en tant qu'intervenant externe sur des formations, ça a de la valeur. Des formations en e-learning, ça a de la valeur. Et un chiffre d'affaires qui tourne sur ce volet-là, ça a beaucoup de valeur. Donc ça me plaît beaucoup. Je comprends. Mais moi aussi, ça m'intéresse. Non, mais je trouve que... Alors déjà, en plus, je trouve que c'est pas vraiment exactement le même métier. Enfin, faire de la formation, si, c'est bien quand t'es avocat, ça a un lien. Mais c'est vrai que ça a du sens de dissocier les deux fonctions. Là, en plus, Fleurus Formation n'a pas de lien capitalistique avec Fleurus Avocat. C'est pas dans une profession réglementée. C'est vraiment une société. Non. Et c'est pas sous ma SPFPL. Et c'est pas une activité accessoire. L'objectif n'est pas que ce soit une activité accessoire. C'est vraiment d'en faire une activité à part entière et de faire de cette plateforme quelque chose de... Alors, bon, toi, tu penses effectivement revente, etc., et valorisation de la boîte. Donc moi, il ne faut pas oublier que je viens de l'administration. Donc du coup, j'ai peut-être moins ces critères-là en tête, mais en tout cas, j'aime bien l'idée d'un projet innovant et un peu disruptif dans le secteur de la formation. Et l'idée, c'est pas du tout vraiment de faire de l'accessoire, c'est vraiment de créer une boîte avec son vrai positionnement, avec une vraie plus-value, une vraie différence par rapport à ce qui existe déjà. Et tant mieux si ça vaut de l'argent. Et c'est cool. Parce que le gap, il est extrêmement important. Quand tu regardes par exemple une société comme le FEF Dalloz Compétences, donc la société qui est en charge... exactement. Donc c'est le 5e plus gros organisme de formation français. Et aujourd'hui, si tu veux, alors pas trahir de secret, ils font entre 50 et 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je donnerai évidemment pas le chiffre exact de façon publique, mais il y a une vraie possibilité d'aller challenger ce type d'acteur. Et moi, je trouve que les avocats se prennent à bras-le-corps ce sujet
pour réussir à le traiter et l'adresser de la manière dont vous le faites aujourd'hui. Je trouve ça passionnant. Non, oui, mais je suis complètement d'accord. C'est à ça que je pensais tout à l'heure quand je te disais, t'as une plateforme de formation, mais enfin, c'est très désincarné, tu vois pas trop ce que t'achètes. Oui, t'as une marque, mais bon, en fait, ça dépend énormément du formateur. On le sait très bien, une formation, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de super quali avec des vrais retours d'expérience et qui soit aussi win-win, en fait, à la fois pour les clients et à la fois pour les formateurs. Donc oui, je pense qu'il y a moyen de positionner un projet nouveau et j'y crois. Moi aussi, j'y crois beaucoup. Comment tu vas faire justement pour aller chercher les entreprises? Est-ce que vous avez des commerciaux? Est-ce que vous avez mis en place des automatisations marketing pour faire en sorte justement qu'il y ait du flux? Parce que ce qui est difficile, c'est ce que tu as réussi à faire et tu vas nous en parler, c'est de réunir des avocats de très bonne qualité sur ces différents sujets. Et je crois qu'il y a... je vais te laisser les citer. On va pas écorcher leur nom, mais... Il y a Bérénice de Warren qui est chez Maisonneuve qui va parler d'enquête pénale, de justement ce que tu disais tout à l'heure, comment réagir, comment gérer ça. On a Clémence Marola qui est spécialisée en RGPD, IT, IA, enfin voilà, data. On a Romain Molin qui est spécialisé en droit de la concurrence. On a Jean-Jacques Gatineau qui est un avocat au conseil qui va faire des formations sur se préparer à un contrôle URSSAF, se préparer à un contrôle fiscal. On a des spécialistes en droit de la presse justement pour gérer Marie Cornanguet qui est spécialisée en droit de la presse. Voilà. On a pas mal de... Sarah Baker aussi en environnement, je crois. Moi, Sarah Baker en environnement, exactement, qui, elle, a vraiment des formations qui cartonnent. Vraiment, ça rejoint en plus les sujets de conformité, de compliance. Voilà. Okay. Donc moi aussi, je peux t'en envoyer si j'ai des sujets qui peuvent être intéressants pour toi. Ah bah totalement. Ouais, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Là, c'était un peu la première... j'avais envie que cette ouverture, elle soit faite avec des proches, avec des gens avec qui je m'entends bien et avec qui j'ai des affinités, avec lesquels j'avais déjà fait des événements ou écrit des articles, où je sais qu'il y a un vrai lien aussi sur les sujets, sur les thématiques, l'entrée, c'est justement cette notion de conformité, de prévention, en fait, quelque part, des risques. Mais après, on ne s'interdit pas d'élargir à plein d'autres sujets, fiscalité, tu vois, on n'a pas vraiment creusé en droit du travail. Il y a énormément de besoins de formation. Donc là, on n'a pas encore vraiment creusé ce sujet-là, mais je suis sûre qu'il y a possibilité d'offrir plein de formations. C'est certain. Fleur, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Oui. Est-ce que tu as encore un mot à nous partager? Donc évidemment aux avocats, pour que ceux-ci puissent te contacter pour intégrer Fleurus Formation. Éventuellement d'autres acteurs, par exemple des experts comptables qui voudraient venir se faire former à tous ces enjeux-là pour leur structure, parce qu'il y a des structures chez les experts comptables qui font largement plus de 500 personnes et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a au moins... Tu vas avoir des besoins aussi, je sais que toutes les professions libérales, de toute façon, on est toujours assez curieux de se former sur certains sujets, donc, mais que ce soit les experts comptables, les professionnels du droit, ou même des opérationnels, je vous invite à aller regarder le catalogue de formations, parce qu'il y a des formations très classiques qu'on a l'habitude de retrouver, donc Sapin 2, RGPD, et puis il y a des formations plus innovantes. Tu disais sur le droit de l'environnement, je pense qu'il y a vraiment un créneau assez innovant, mais on a aussi des formations, par exemple, d'une de mes anciennes collaboratrices qui s'appelle Anne-Andrea Viderio, sur sport et genre, la question de l'éthique dans le sport, voilà, des sujets sur l'IA aussi. On va avoir des formations, on va essayer de mixer des formations très traditionnelles, très attendues, obligatoires souvent, mais qu'on traite toujours avec une approche innovante, legal design, très pédagogique. Tout à l'heure, tu disais, il y a un jeu en début de formation pour servir de icebreaker. On a des supports qui sont super legal designés. Et puis des sujets aussi innovants. Donc voilà, je vous invite à aller tous regarder le catalogue de formation et à vous inscrire s'il y en a une qui vous intéresse. Trop chouette.
Fleur, je te remercie pour ce moment. J'ai appris plein de choses, alors que pour autant on se connaît. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir. Je te souhaite le meilleur pour le lancement de Fleurus Formation, que Fleurus Avocat puisse continuer la trajectoire qu'il a pris aujourd'hui et que tu puisses continuer à prendre du plaisir dans ce que tu fais. Merci. Belle journée. Ciao.